Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un patient chez qui on découvre une hypertension artérielle. Alors en médecine générale, l'hypertension artérielle, c'est le motif de consultation qu'on voit tous les jours. Mais si on devait revoir ensemble le tout premier bilan, est-ce qu'on ferait tous exactement pareil? Et est-ce que ça se limite à des bilans complémentaires? Pas sûr. Et c'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la situation d'un patient âgé de 41 ans qui consulte pour la première fois au cabinet. Il me dit qu'il ne se sent pas bien depuis plusieurs semaines parce que l'entreprise qu'il a créée risque d'être mise en liquidation et qu'il a du mal à dormir. Mais d'emblée, il me dit être contre tout médicament. Il m'apprend qu'il vit en couple et qu'il a 2 enfants. Il n'a pas d'antécédents particuliers, il fume depuis ses 17 ans. Actuellement, il en est à environ 2 paquets de cigarettes par jour. Dans un premier temps, on passe un moment à ce qu'il me précise la situation actuelle et ce qui a mené à la faillite de son entreprise et les préoccupations légitimes qui impactent son sommeil. Je lui propose de profiter de cette première rencontre pour l'examiner. À l'examen, sa pression artérielle est de 160-100 mm de mercure, contrôlée à plusieurs reprises. Le reste de l'examen est normal, son poids est à 72 kg pour 1m70, ce qui fait un BMI à 24,9. Comme on l'avait évoqué lors d'une vidéo précédente, je vous remets le lien en description, on sait que cette situation de stress actuel professionnel et de première rencontre au cabinet peut impacter la pression artérielle. Il faudra donc la confirmer par une automesure à domicile. Mais devant la découverte de ces chiffres de pression artérielle, l'idée est de le replacer dans le contexte global du patient, notamment en recherchant d'autres facteurs de risque d'accident cardiovasculaire. Et c'est l'occasion d'échanger un peu plus en détail avec le patient. Les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, ce sont l'âge. Donc le patient, lui, il est plutôt jeune puisqu'il a 41 ans, mais schématiquement, le risque d'accident cardiovasculaire double à peu près tous les 10 ans à partir de 40 ans. Le sexe masculin, les hommes sont plus à risque de faire des accidents cardiovasculaires. Chez les femmes, le risque augmente surtout après la ménopause. Les antécédents familiaux, mon patient n'a pas accès aux antécédents familiaux, il a perdu tout contact avec sa famille. On considère qu'il y a un risque augmenté quand il y a eu un accident cardiovasculaire chez un parent du premier degré avant l'âge de 55 ans chez les hommes, ou l'âge de 65 ans chez les femmes. Et donc pour lui, on ne peut pas savoir. Le tabagisme, mon patient il fume actuellement beaucoup, son tabagisme est évalué à un peu plus de 25 paquets années. Pour info, le risque d'infarctus du myocarde est proportionnel à la consommation de tabac. Il n'y a pas de seuil de consommation au-dessous duquel le tabagisme soit dénué de risque. Même le tabagisme passif augmente le risque. Là, pour lui, le risque est important. L'alimentation, le risque est augmenté quand elle est riche en sucre, en viande rouge, en acides gras insaturés et que la consommation en fibres est faible, notamment les fruits ou les légumes. Et mon patient semble avoir une alimentation plutôt déséquilibrée. Il ne mange qu'un repas par jour et il mange surtout du fromage. Le manque d'exercice physique, du fait de ses préoccupations professionnelles, mon patient a arrêté toute activité physique parce qu'il n'avait plus ni le temps ni l'énergie d'en faire, alors qu'avant il aimait bien courir. L'obésité aussi est un facteur de risque. Alors pour rappel, l'obésité c'est un BMI supérieur à 30. Le risque est surtout augmenté quand il y a une obésité abdominale, c'est-à-dire un périmètre abdominal augmenté supérieur ou égal à 94 cm pour les hommes ou 80 cm pour les femmes. Le patient ici n'est pas concerné. Le stress, là clairement il y a une situation de stress professionnel importante. L'hypercholestérolémie, c'est surtout un niveau élevé de LDL-cholestérol qui augmente le risque. De manière indépendante, un niveau bas de HDL-cholestérol augmente aussi le risque, tandis qu'un niveau élevé de HDL-cholestérol est au contraire plutôt protecteur. C'est pour ça que classiquement on parle de bon et de mauvais cholestérol. L'hypertriglycéridémie aussi est un facteur de risque. Et le diabète est diagnostiqué quand la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g par litre à 2 reprises, ou quand la glycémie non à jeun est supérieure ou égale à 2 g par litre, ou enfin quand le taux d'hémoglobine glyquée est supérieur à 6,5%. Pour évaluer le cholestérol et le diabète, il faudra réaliser une prise de sang. Donc on fait ensemble le tour des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. On pourra aussi également évoquer rapidement comme autre facteur de risque à prendre en compte une éventuelle apnée du sommeil, un faible niveau socio-économique, un VIH ou une maladie auto-immune, et chez les femmes, l'hypertension artérielle gravidique
ou le diabète gestationnel notamment. Mais là, ça ne concerne pas le patient. En prévention primaire, prendre en compte les facteurs de risque cardiovasculaire, ça permet d'estimer le risque d'accident cardiovasculaire pour identifier les patients les plus à risque de premier accident cardiovasculaire et chez qui un traitement serait justifié. Alors pour s'aider, il y a des scores clinico-biologiques qui prennent en compte l'âge, la pression artérielle, la consommation de tabac, la cholestérolémie qui ont été proposés. En Europe, notamment, on peut utiliser le score 2. Alors, score, ça veut dire Systemic Coronary Risk Estimation. Et pour les patients âgés de plus de 70 ans, on utilise le score 2OP. Alors, ça permet d'estimer le risque d'accident cardiovasculaire à 10 ans. Et il faut faire attention parce que ces scores ne s'appliquent pas chez des patients qui ont un haut risque cardiovasculaire, comme dans le cas du diabète ou de l'insuffisance rénale. Alors, il existe plusieurs calculateurs en ligne. Moi, j'utilise celui-là que je trouve assez intéressant parce qu'il est très visuel. En vrai, on ne sait pas très bien à quel seuil de risque un traitement est justifié. Ça n'a jamais été évalué de manière très solide, mais ça peut être intéressant et utile pour sensibiliser les patients en leur faisant visualiser l'impact de certains facteurs de risque, notamment là, par exemple, le tabac ou l'alimentation. Un petit aparté, dans de rares cas, l'hypertension artérielle est dite secondaire à des maladies ou des médicaments. C'est plus rare. On y pense surtout en cas d'hypertension artérielle avant l'âge de 30 ans, en cas d'hypertension avec une hyperkaliémie ou une hypertension artérielle résistante au traitement. On va passer vite parce que c'est rare en médecine générale, mais les principales causes d'hypertension artérielle secondaire sont une maladie rénale, néphropathie glomérulaire et polykystose rénale notamment, un hyperaldostéronisme primaire, un phéochromocytome, une sténose de l'artère rénale, un syndrome de Cushing, une apnée du sommeil, une obésité ou une hyperthyroïdie. À noter que la consommation excessive d'alcool, la forte consommation de sel ou de réglisse peut aussi augmenter la pression artérielle. Plusieurs médicaments peuvent augmenter la pression artérielle, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes, les contraceptifs œstroprogestatifs, les antidépresseurs tels que la venlafaxine ou la duloxétine, des amphétaminiques, les médicaments vasoconstricteurs tels que les triptans, les sympathomimétiques vasoconstricteurs utilisés comme les décongestionnants nasaux. Pour compléter l'examen physique du patient, on propose un bilan complémentaire avec les éléments suivants. La glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée pour rechercher un diabète afin d'évaluer le risque cardiovasculaire et les comorbidités. Rechercher une anomalie du bilan lipidique, recherche de dyslipidémie pour évaluer le risque cardiovasculaire et les comorbidités, la NFS, ionogramme sanguin, éventuellement calcémie et TSH pour rechercher une hypertension artérielle secondaire, le débit de filtration glomérulaire pour rechercher une atteinte rénale secondaire à l'hypertension artérielle ou une hypertension artérielle secondaire à une néphropathie, l'albuminémie sur la créatinurie, c'est un marqueur précoce d'une atteinte rénale liée à l'hypertension artérielle, et l'électrocardiogramme qui permet de rechercher une atteinte d'organes secondaire à l'hypertension artérielle, notamment une hypertrophie ventriculaire gauche ou des troubles du rythme. Chez mon patient, les résultats de la prise de sang ont été une glycémie à jeun 1,79 g par litre, une hémoglobine glyquée à 7%, un cholestérol total à 3,80 g par litre, des HDL à 0,55 et des LDL non calculables, et donc un cholestérol non HDL à 3,25 g par litre. Les triglycérides également étaient élevés à 5,44 g par litre, et le reste de la prise de sang était normal, l'électrocardiogramme est normal. Le bilan montre donc un diabète, une hypercholestérolémie et une hypertriglycéridémie. Mis bout à bout, en plus de l'hypertension artérielle probable, le patient est à haut risque d'accident cardiovasculaire et je lui propose de le revoir pour discuter de tout ça. En début de consultation, il me dit qu'il n'a pas eu le temps de faire l'automesure de la pression artérielle. En contrôlant en cabinet, la tension est toujours un peu élevée à 15-10 cm de mercure. Lorsqu'on fait le point sur les résultats de la prise de sang, il me dit qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne prend que un repas par jour et il n'a pas l'impression de manger trop de sucre. Mais quand on prend un petit peu le temps d'approfondir, il me dit que c'est vrai que ces derniers temps, il a
tendance à prendre un peu plus d'alcool que d'habitude le soir avant de se coucher. Alors on détaille ça et je lui demande combien de verres il prend. Alors il me dit 1 ou 2, 2 verres de whisky. Et quand on essaye de préciser un petit peu, je lui demande combien de temps dure la bouteille de whisky et il me dit qu'en ce moment, la bouteille dure 1 ou 2 jours seulement. Donc, il doit boire peut-être un peu plus que 2 verres de whisky par jour et il concède que la consommation d'alcool est trop élevée ces derniers temps. Si on fait le point sur les différents problèmes de ce patient, il en présente plusieurs qui sont probablement intriqués. Une probable alcoolodépendance, un possible trouble anxieux ou dépressif dans le cadre d'une situation complexe, avec le stress et la reprise d'alcool, une hypertension artérielle, possiblement majorée par la consommation d'alcool et le stress professionnel, un diabète de type 2, une dyslipidémie et une hypertriglycéridémie, et un tabagisme actif. La difficulté, ça va être donc de hiérarchiser les priorités, parce qu'on ne va pas pouvoir tout traiter d'un coup. Alors pour prioriser, une option est de commencer par ce qui est potentiellement le plus grave ou le plus dangereux. Une autre option, c'est après avoir bien pris le temps d'expliquer au patient les bénéfices attendus des différents traitements envisagés, c'est de l'accompagner à définir lui-même ses priorités. C'est une démarche qui peut nécessiter du temps et ça nécessite souvent plusieurs consultations. Pour info, cette consultation, c'était il y a 7 ans. Dans un premier temps, le patient a formulé qu'il avait conscience que sa consommation en alcool était problématique. Le sevrage en alcool a été compliqué, il y a eu des rechutes, mais depuis 3 ans, il ne boit plus du tout. Il a finalement accepté de prendre un médicament pour son diabète, mais il refuse toujours les statines. Et l'arrêt de l'alcool, avec une amélioration de son hygiène de vie, a contribué à la diminution de sa pression artérielle, qui actuellement est normale sans médicament. Cette situation illustre le fait que l'hypertension artérielle, c'est une porte d'entrée vers une réflexion plus large sur la santé globale du patient. Notre rôle en médecine générale, c'est à la fois de dépister, d'évaluer les risques, mais aussi de l'intégrer dans le contexte de vie du patient et de l'accompagner dans ses choix et dans ses priorités. Les points clés sont donc 1. Devant la découverte d'une hypertension artérielle, évaluer le risque cardiovasculaire global. 2. Hiérarchiser les priorités en fonction du patient et du contexte. Et 3. Accompagner dans le temps, en prenant le temps. La médecine générale, c'est pas tout régler nécessairement en une consultation. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble quand et comment débuter un traitement de l'hypertension artérielle. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à dire si vous faites différemment ou comment vous auriez fait dans cette situation. Comme d'habitude, les références utilisées sont disponibles en description et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos et laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager à continuer. À très bientôt.